Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans les entrevues de Radio-Québec. Nous recevons aujourd'hui Sylvain Laforêt. Ça fait un petit moment que les auditeurs de Radio-Québec nous demandaient une rencontre avec Sylvain Laforêt, une entrevue avec lui. Et là, avec le retour de Donald Trump sur la scène politique internationale, c'était devenu incontournable puisque Sylvain est une sommité, on pourrait dire, en géopolitique, en relations internationales. C'est une encyclopédie en histoire. Et donc, cette entrevue était devenue inévitable. Sylvain Laforêt qui a participé à une quantité industrielle, des centaines de podcasts, tant au Québec qu'en Europe, qui est l'auteur de 3 livres, La déprogrammation, Guerre et mensonges et L'huile de nos serpents, que vous pouvez retrouver sur le site leséditionscharlou.com. Nous avons parlé aujourd'hui de la fin du mondialisme, parce qu'il y a des gens qui sont substantiellement pessimistes, mais ce n'est pas le cas de Sylvain ni de moi-même. Donc, la fin du mondialisme, du sort de l'Ukraine, on a parlé de la fin de l'État profond, parce que c'est ce qui est en train de se produire quand on regarde de près, quand on porte attention à ce qui est en train de se produire dans le monde et aux États-Unis. On a parlé aussi de l'intelligence artificielle et de RFK. Alors, un entretien très intéressant et donc, sans plus tarder, on va passer à notre invité, Sylvain Laforêt. Alors, Sylvain Laforêt, bienvenue à Radio-Québec pour, je pense que c'est la 3e fois qu'on se rencontre. Oui, puis, mais ça faisait longtemps. Les 2 premières avaient été quand même assez rapprochées. Puis, je me disais l'autre fois, ce serait le fun d'en refaire un avec Alexis, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Puis, et je sais que, grosso modo, en tout cas, on est un peu sur la même vision de ce qui est en train de se passer, la même analyse. Peut-être pas dans tous les détails, là, mais très certainement en gros. Et il y a tellement à dire en ce moment. Là. Ah oui, en un mois, on a vu plus, en 30 jours, on a peut-être vu plus d'activités qu'en 30 ans. Moi, j'ai l'impression là, que ça bouge plus. En fait, que depuis peut-être le 11 septembre, ou la chute du mur de Berlin, on est dans ce genre de moment charnière-là où est-ce que le système international pivote, bascule, les cartes sont complètement rebrassées. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Et surtout quand on analyse Donald Trump, t'es comme moi, c'est-à-dire le gars il est assez imprévisible. Il dit, par exemple, un jour, Zelensky est un dictateur. Après ça, le lendemain, il le reçoit au bureau ovale, il serre sa main et veut comme signer une entente avec lui. Ça va un peu dans tous les sens. Mais c'est parce que ça s'inscrit dans un combat contre un adversaire qui est souvent intangible. Hein, l'État profond, les médias essaient de l'attraper, etc. Fait qu'il faut qu'il joue un peu faut qu'il survive là-dedans, là. Il doit évoluer là-dedans, il doit jouer un peu le bonhomme imprévisible, difficile à saisir, etc. Et donc, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, Sylvain, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Je pense que tu me disais que tu étais en train d'écrire un 4e livre. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui le savaient, mais on s'occupe d'un gîte maintenant, moi et Caro, à Rimouski, et ça me permet, dans le fond, d'écrire aussi parce que je travaille à la maison. Et en plus, j'ai l'inspiration du fleuve à tous les matins quand je me lève. C'est ça, en fait, c'est même moi, disons, à force de faire des recherches et de continuer, à partir de ce que j'ai fait sur Guerre et mensonges, donc sur l'histoire, je me suis rendu compte que ce dont je parlais sur de la façon que les États-Unis ont réussi à mettre la main sur l'hégémonie mondiale, disons, la ravir à l'Empire colonial britannique, ça a été beaucoup plus complexe que ce dont j'ai parlé dans Guerre et mensonges, mais plus complexe et plus vaste et très clairement plus planifié. Donc, j'ai décidé de préciser. Dans le fond, pour ceux qui ont lu Guerre et mensonges, c'est comme le chapitre 7 qui est repris avec une loupe là, et qui va nous donner vraiment une vue d'ensemble finalement sur toute l'histoire du 20e siècle, mais du point de vue du titre qui va être le plan américain. Bon. Parlons justement de ça. Je prends la balle au bon. Le plan américain. Les États-Unis semblent présentement vouloir se désengager de tous les points chauds de la planète, c'est-à-dire que c'est comme une forme, on pourrait dire, c'est
le principe de America First, c'est-à-dire on ramène les troupes à la maison, on commence, au lieu de dépenser des trilliards, il l'a dit encore il y a 2 semaines dans une conférence de presse, au lieu de dépenser des Ouais. trilliards en armement, en intervention dans les Ouais. pays étrangers, on reconstruit les États-Unis. Mais ça implique qu'on retire les troupes un peu partout puis qu'on laisse les gens se débrouiller. Et Ouais. on sent cette volonté de se désengager du Moyen-Orient, de se désengager de l'Europe aussi. L'Europe commence à paniquer, on va devoir s'occuper de notre propre défense. Et là, donc, Ouais. il veut mettre un terme à la guerre en Ukraine. Il amène à la Maison-Blanche Zelensky, Macron, Starmer pour essayer de les mettre sur la même page. Macron, Starmer disent oui, 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 nous sommes pour la paix. Et puis le lendemain, ils se retrouvent à Londres pour une conférence pour Oui. des bellicistes, là. Oui, des Et pas fins. donc, qu'est-ce que tu vois? Où se situe, parlons avec le retrait américain comme ça, cette volonté de faire la paix, où se situent les Européens? Est-ce que les Européens ont je veux dire, un réel poids à la table des négociations en ce qui a trait à l'Ukraine? Est-ce qu'ils seront capables? Est-ce qu'ils vont devoir suivre la tendance américaine vers la paix ou est-ce qu'ils vont plutôt écouter les sirènes de la guerre et de la surenchère en Ukraine? Quelle est ta perspective là-dessus? Ben, en fait, bon, on le sait tous les deux, mais la lutte, en ce moment, la réelle opposition qu'il y a dans le monde, c'est pas gauche-droite, c'est pas conservateurs et libéraux, c'est mondialiste contre patriote. Grosso modo, Trump l'avait dit lui-même au Forum économique de Davos. Et dans le rang des patriotes, maintenant, on compte les plus gros pays, les plus importants. On avait Poutine, on avait Xi de la Chine très certainement. Il y a Modi de l'Inde qui est en train de tomber aussi dans ce moule-là. Et on a maintenant Trump qui a une idéologie qui est très, très similaire à eux autres. Et on se rend compte que dans le fond, Trump, s'il n'était pas à la tête des États-Unis, probablement qu'il plongerait à 2 mains dans les BRICS, là. Parce que c'est d'un monde multipolaire qu'il veut. Tu sais. Moi, je pense qu'en réalité, par déférence pour l'importance des États-Unis, Russie, Chine et Inde vont laisser tomber les BRICS et on va refaire une nouvelle architecture mondiale éventuellement avec les États-Unis qui va être sur la même idéologie, par exemple, c'est-à-dire une idéologie multipolaire. Chacun est souverain chez soi. On fait des affaires ensemble et on travaille sur l'économie plutôt que de travailler sur la guerre, grosso modo. L'idéologie mondialiste, pour ceux qui ne savent pas, eux autres ont un plan ultime d'un gouvernement mondial unique avec une monnaie mondiale unique, avec une surveillance accrue des citoyens, etc. C'est presque diamétralement opposé, dans le fond, à ce que les patriotes veulent. Donc, clairement, ce qui arrive avec l'arrivée de Trump, et on voit qu'il s'entend comme larron en foire avec Poutine parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde, bien évidemment, Trump est en train d'abandonner un à un les plans mondialistes, dans le fond, qui étaient à la charge des États-Unis. Qui était les États, on appelait ça longtemps l'Empire américain, mais c'est réellement l'Empire des banques parce que c'est vraiment une entité plutocratique qui est au-delà d'un seul pays, en fait, qui est dans tous les pays, à travers les banques centrales, à travers le FMI. Les banques contrôlent les pays par la dette. Absolument. Et aussi, ben, tu sais ce que Amschel Rothschild a dit, tu sais, donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me fous de qui fait les lois. Et donc, c'est un peu ça, tu sais. Et donc, c'est les banques internationales qui sont à la tête de ça. C'est les banques internationales qui travaillent, qui contrôlent par le biais du CFR, la CIA, donc qui est un de leurs bras armés, qui contrôle directement l'OTAN. Et donc, ils ont quand même les outils pour faire du mal et ils l'ont fait pendant plusieurs années. Sauf qu'en retirant le bras armé important que sont les États-Unis, ben à ce moment-là, le reste est en train de s'effondrer tranquillement. Et ce qu'on voit, donc, l'opposition à Trump, ou on peut l'appeler aussi le soutien à Zelensky, ça peut être étonnant de voir le Canada être complètement opposé maintenant aux États-Unis. En réalité, c'est parce que le Canada a encore un gouvernement mondialiste, comme les Européens aussi. Mais donc, disons que ce mondialisme-là est maintenant presque nu. C'est-à-dire que les pays maintenant qui ont encore, mettons, l'idéologie de protéger cette plutocratie-là, n'ont pas des grosses armées. N'ont pas des armées suffisantes pour affronter là, le monde multipolaire là, qui est en train de se former. Et donc, ça va être de plus en plus difficile pour eux autres de faire quoi que ce soit. On voit que l'Europe, à quelque part,
est pas très contente. Là, les pays européens ne sont pas très contents d'avoir été complètement largués dans la guerre à l'Ukraine et même exclus des négociations. Même en Afrique, hein, ils sont sortis des pays d'Afrique, la France est exclue de l'Afrique, c'est partout dans le monde, l'influence diminue. Ça achève, en fait. On est vraiment là, au dernier soubresaut de l'empire des banques. Là. Et il ne faudra pas s'étonner, d'ailleurs, qu'il y a encore des grosses affaires qui arrivent, là, même 2025. Là, on ne parle pas du long terme. Là, des très grosses décisions qui vont se prendre sur... d'après moi, il va y avoir une conférence des monnaies éventuellement pour une réforme monétaire pour enlever tout pouvoir d'ingérence des banques privées à l'intérieur des économies publiques. Et ça, je pense que ça va venir parce que, encore là, dans un monde multipolaire, on veut s'en débarrasser. Puis, tu sais, si tu regardes la façon que la Russie et la Chine aussi maintenant évoluent et prennent leurs décisions, ben tu te rends compte que eux autres sont plus contrôlés par leur banque centrale. Là. C'est en train de shifter. Là. Mais on nous dit, moi j'entends beaucoup là, les Black Pill dire c'est les deux ailes, l'aile gauche et l'aile droite, c'est la même affaire. On s'en sort pas. Explique-moi comment Trump a pu acquérir une marge de manœuvre vis-à-vis la Réserve fédérale, vis-à-vis les banques centrales, etc. Il y a une couple d'initiatives comme son interdiction de la monnaie digitale. Il a interdit la monnaie digitale et ça va jamais se passer aux États-Unis alors que c'était le plan central des banques. Mais je veux dire, d'une certaine façon, comment est-ce qu'il est capable de se dégager du contrôle des banques centrales? Ça, ce serait intéressant de l'entendre. Ben, je pense qu'en fait, le mouvement qui a défendu, mettons, la clique mondialiste à l'intérieur des États-Unis, c'est les néocons, là, les néoconservateurs. Et eux sont très bellicistes. Mais je pense qu'il y a un peu de lucidité maintenant aussi de leur côté. C'est-à-dire qu'ils voient très bien ce qui est en train de se passer et que le monde est en train de leur filer entre les mains. Et ils savent déjà que c'est à court ou moyenne échéance que le plan se termine complètement. À partir du moment où la Russie, qui est de loin le pays avec la plus grosse force militaire au monde, là, technologiquement et force d'impact et tout, ben à ce moment-là, c'est un peu terminé, mais en plus, ils sont maintenant alliés avec la Chine, ils sont maintenant alliés avec l'Iran, et on parle de tous des pays qui ont des systèmes défensifs similaires aux Russes et qui ont des missiles hypersoniques. Donc, l'impérialisme avec les bateaux puis les porte-avions, c'est terminé. Ça fait que d'après moi, là, il y a beaucoup de réalisme et c'est ce qu'on a, c'est ce qui a permis de laisser un peu aller et entrer Trump. Il y a probablement aussi, on peut le voir même au sein du Parti républicain, dans le fond, il y a... Tu sais, avant, il n'était pas très soutenu. Là. Son premier mandat, Trump, était très, très mal soutenu, même au sein de son parti. Ben, tu le sais, tu sais. C'est peu dire. Je veux dire, regarde son vice-président. Prêt à planter des couteaux dans le dos et puis... Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils ont premièrement... Ils ont écouté Trump, ils ont compris Trump, là où il va en venir. Et pour eux autres, ben, c'est peut-être effectivement une solution pour ne pas mourir tout simplement avec le reste de l'Empire et peut-être sauver les États-Unis, le pays comme tel, sauver l'économie américaine, sauver l'importance des États-Unis d'un royaume hégémonique qui lui va mourir. Et donc, autrement dit, tu veux pas couler avec le bateau qui coule. Et j'ai comme l'impression, donc, il y a beaucoup, beaucoup de réalisme à l'intérieur des États-Unis, ce qui fait que maintenant, il est pas mal soutenu. Puis il a été capable, en plus, de composer une équipe choc de partout. Je te dirais que le soutien d'Elon Musk, c'est presque inespéré. Mais parce que d'avoir un gestionnaire comme ça pour faire le travail de nettoyer le deep state, je veux dire, c'est presque un luxe, là, on s'entend. C'est le modèle Twitter. C'est le modèle Twitter qui a appliqué. Il est arrivé là, il a coupé 90% du personnel et ça n'a rien changé sur la plateforme Twitter. Il a coupé 90% des employés et on a vu aucune différence là, sur Twitter. Et c'est la même chose avec les gens se plaignent, disent les gens perdent leur emploi, etc. De quoi on n'a pas, nous autres, en tant que payeurs de taxes, les Américains n'ont pas, en tant que payeurs de taxes, à
payer les salaires de gens qui sont pas utiles. C'est pas la vocation. Parce que sinon, tu te retrouves dans un système communiste où est-ce que tout le monde est sur le payroll du gouvernement puis il y a zéro productivité. Tu sais, c'est comme, au contraire, tu veux comme un gouvernement très, très, très mince puis un secteur privé très, très, très dynamique. C'est comme ça que tu crées de la richesse et ce que Trump disait, un âge d'or. C'est pas l'inverse, là. Oui, mais sans compter que le fonctionnariat américain était complètement rompu à l'idéologie mondialiste, lui-là. Là. Il travaillait tout le temps en fonction de ça et tu n'avais pas besoin de leur dire comment penser. Il savait là, intrinsèquement là, comment il devait réagir devant chaque chose et quoi mettre en valeur, tout ça. Là, on est en train de le renverser complètement. Ces valeurs-là, il y en a qui peuvent pas s'adapter, donc il y en a beaucoup qui vont prendre le large. Il y en a qui vont s'adapter, puis je pense qu'ils vont en rentrer des nouveaux. Et je pense que le nettoyage que Trump est en train de faire aussi va faire que le retour des mondialistes au pouvoir va être quasiment impossible aux États-Unis. C'est ça. Et tu as dit quelque chose tantôt qui est vraiment important par rapport à la réduction des dépenses militaires. Bon, ben Trump, on sait, il veut faire une espèce de triumvirat avec la Chine et la Russie. Il veut une rencontre avec un nouveau Yalta, qu'on peut dire. Et il veut proposer de couper de moitié les budgets militaires, Russie, Chine et États-Unis. Parce que ça va être des dépenses inutiles dans un monde multipolaire. Bon. Ben moi, j'ai fait un calcul parce que Trump a quand même évoqué quelques fois aussi qu'il pourrait couper les impôts aux particuliers. OK? Ben, si tu veux couper les impôts aux particuliers, moi, je pense que s'il le dit premièrement, c'est parce qu'il va le faire. Parce que ça, comment dire, il y aurait une immense déception là, maintenant des Américains qui diraient, bon, c'était juste des paroles. S'il l'a annoncé, c'est pour créer une attente et aller vers ça. OK? Donc, pour aller vers ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si tu regardes, là, la moitié du capital américain est entre les poches de 0,01%. Je caricature, mais à peine. La moitié du capital américain dans les poches de 0,01% de la population, puis l'autre moitié est dans les poches de 99,99%. Eux autres sont taxés à 25% en moyenne. L'autre sont taxés à 3% en moyenne, les plus riches. Si tu inverses les pourcentages, tu as exactement le même cash, sauf que c'est les riches qui payent le gros moton et la masse la plus pauvre, disons, paye seulement 3%. Fait que comment arriver à zéro? Ben, tu peux réduire de moitié le budget militaire, tu peux couper le USAID au complet et on est tout près du zéro. Et ça veut dire, à ta minute, là, c'est parce que si Trump arrive à faire ça dans ses 4 ans, à couper ça, tu n'as aucun retour possible des démocrates au pouvoir pour très longtemps. Exactement. Toute leur stratégie repose sur un État gargantuesque qui s'occupe du citoyen du berceau jusqu'au cercueil, où est-ce que la vie est entièrement contrôlée, gérée par toutes sortes de fonctionnaires qui vont te dire qu'est-ce que tu peux faire avec tes animaux de compagnie, est-ce que tu peux planter des carottes sur ton terrain en avant, etc., qui vont venir mesurer les parties de ta maison, voir si c'est ça, l'État. L'État mondialiste, c'est ça, ça a été décrit dans les livres d'utopie des années 30, et c'est ça. Un pays technocratie. La technocratie. OK, parlons-en de la technocratie, puisqu'on arrive là. Il y a des gens qui arrivent, beaucoup de personnes nous disent en fait que « wake up, là! » Excuse-moi. On s'en va. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour imposer un modèle technocratique. Là. Elon Musk, c'est un transhumaniste qui veut imposer un modèle technocratique. Et puis, on vous jette de la poudre aux yeux avec ces histoires de réduction d'impôts et de liberté citoyenne et de liberté d'expression et de réduction des impôts. L'objectif final, c'est de vous implanter des puces et puis, genre, de vous contrôler. Genre, moi, je suis avec l'intelligence artificielle. Vous allez être... Ça touche aussi à l'intelligence artificielle. Les gens ont peur du contrôle social lié à l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses avec l'intelligence artificielle. Par exemple, dans un web journal récemment, j'expliquais, par exemple, qu'une intelligence artificielle pourrait créer, comme, en quelques semaines, un vaisseau spatial capable d'aller sur Mars, aller-retour, avec des composants, très peu de pièces, et puis, ou des nouveaux matériaux, des nouveaux composites, par exemple, les compagnies n'auraient comme plus de brevets sur les choses. Ça serait des brevets comme pour l'humanité entière parce qu'elles auront été créées par l'intelligence artificielle, des nouveaux composites. Il y a un potentiel économique absolument incroyable avec ça. Mais il y a des gens qui disent, oui, ça, c'est la partie positive, mais l'autre partie, c'est le contrôle social qui vient avec l'identité numérique, avec la monnaie digitale et géré par tout le monde est observé tout le temps, comme en Chine, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, Elon Musk, j'ai vraiment l'impression
qu'il y a eu une révélation à un moment donné. Il y a eu un changement, puis c'est probablement dû au fait que son fils a été complètement détruit par l'idéologie woke, là, son fils qui est transgenre. Le woke mind virus. Oui, c'est ça. Et dans le fond, ils l'ont potentiellement détruit, là, et la relation sera plus jamais la même, là, semble-t-il, entre le père et le fils. Ouais, Et c'est lui fini. a l'impression que l'idéologie mondialiste lui a volé son fils. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui est un l'homme le plus riche de la planète, prend des dispositions pour qu'il y ait de moins en moins de censure sur la parole des citoyens, accorder la liberté de parole à tout le monde, OK? C'est gros, là, ça. C'est liberté de parole et liberté financière. Je sais pas En si plus. Oui, oui, c'est le oui. contraire du contrôle. Ben Liberté oui, de c'est parole. ça. Puis, alors qu'il aurait juste pu se fermer la gueule, laisser Twitter, puis laisser. On s'en allait déjà vers la catastrophe. Absolument. Mais là, c'est comme, ils essaient de nous faire, certaines personnes essaient de nous faire croire que là, c'est un gigantesque détour pour finalement arriver à quand même du contrôle, alors qu'il déconstruit complètement toute la structure de contrôle. Oui, puis Trump a fait maintenant, je pense qu'il y a même un décret qui empêche quiconque de censurer les citoyens. Donc, il peut, ça va être la loi maintenant de préserver cette liberté de parole-là. Donc, forcément, on est avec des gens qui travaillent pour le peuple, c'est clair. Il n'y a aucun questionnement à avoir là-dessus. Tu sais, je pense que les projets les plus sketch, là, mettons, de Musk, là, Neuralink, là, forcément, tu dis, OK, il y a un lien avec le Forum économique de Davos. Mais je me demande jusqu'à quel point Musk, en fait, le développait pas pour ses arguments réels, c'est-à-dire redonner une certaine mobilité à ceux qui ont des problèmes neurologiques. OK? Moi, j'ai l'impression qu'il le développait pour ça et avec ce qui est arrivé à son fils, il a probablement été horrifié d'entendre ce qu'il entendait du Forum économique de Davos sur les plans qu'il y avait sur ces chips, les chips cervicales-là. Et j'ai comme l'impression que, en quelque part, tu gardes le projet. En fait, c'est comme quand tu dis on est mieux de garder l'ennemi proche. Si c'est lui qui a le contrôle. Tu deviens le gardien du projet, puis c'est toi finalement qui a la clé. C'est pas l'ennemi. C'est comme l'intelligence. C'est comme le projet Stargate. C'est-à-dire, c'est pas les autres qui développent l'intelligence artificielle, qui ont un oversight gouvernemental sur tout le développement. Tu vois? Oui. Les gens ne voient pas ça comme ça. Oui, puis tu sais, si son fils a été transformé avec l'idéologie extrêmement nocive de ces gens-là, il peut empêcher une grosse partie de la nocivité qui émane là, du Forum économique de Davos puis de toute l'idéologie mondialiste. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il l'a réellement développé pour ça. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire. En fait, avec le travail qu'il est en train de faire, avec le maximum de célérité, mais aussi de transparence avec le Doge. Ce travail-là est impeccable. C'est complètement pro-peuple. Il met à nu là, tout le financement de la marque que les États-Unis finançaient. Là. C'est que quand je vois les gens qui émettent des critiques comme ça sur Musk, je veux bien qu'il faut rester vigilant, etc. Mais c'est comme ils émettent ces critiques-là en faisant abstraction de tout le reste. C'est ça. Avec cette espèce de truc de non, on vous envoie de la poudre aux yeux pour vous faire accepter des trucs comme ça. Alors que si les gens, pensez-y réellement, là, ça va être quoi finalement l'intelligence artificielle? Si les gens ont tout leur argent dans leur poche, le gouvernement est le gouvernement est devenu microscopique, n'a plus d'influence dans la vie des gens. Les gens ont tout l'argent dans leur poche et ont une liberté d'expression comme il n'y en a jamais eu sur Terre, avec des plateformes pour discuter des choses, critiquer l'intelligence artificielle ou non. Pourquoi les gens ne situent pas comme telle ou telle initiative dans un contexte plus large des actions de Trump et de Musk? C'est ça que je comprends pas, moi. En tout cas. En fait, on commence, il y en a qui commencent à voir en Trump et Musk un côté très libertarien aussi. Donc, ça veut dire effectivement beaucoup plus de liberté puis un gouvernement beaucoup plus effacé. Moi, je pense que c'est probablement ce qui s'en vient. Ce qui est sûr, c'est que Trump est en train de faire un désengagement complètement au niveau du mondialisme. Là, et d'ailleurs, tu disais tantôt, réduction du militaire, si on coupe de moitié le budget militaire, entre autres,
Bon, ben, si tu veux pas qu'il y ait des pertes massives d'emplois, parce que le complexe militaire industriel américain, c'est des millions et des millions d'emplois, tu gardes ce 50%-là, celui qui fabrique des armes et qui vend des armes, puis le 50% que tu peux couper, c'est quoi? C'est tout l'entretien des bases militaires extérieures. Non, non, c'est pas juste ça. C'est aussi Mm. les profits des actionnaires. Ah, ben oui. C'est ça que tu coupes. C'est les profits de Raytheon, les profits des actionnaires de Boeing, les profits des actionnaires Bien sûr. de toutes ces compagnies-là. C'est ça que tu coupes. Fait que tu réduis un peu ta masse. Tu n'as pas besoin d'une armée Ouais. gigantesque parce que tu fermes des bases. Mais c'est parce que, tu sais, genre, comme je pense que c'est toi qui disais ça, genre un boulon aux États-Unis pour un Oui, ben oui, c'est de la corruption ça coûte genre totale. comme 550 $ pour un boulon. En Russie, ça coûte 35 cents le même boulon. Fait que C'est il y a ça. de l'enflure comme ça. Ouais. Donc, c'est les profits des actionnaires que tu coupes aussi, tu vois. Ouais, Mais ben, il y a quelqu'un qui disait, puis c'est pas des farces, une boîte de boulons que tu peux trouver à la quincaillerie, OK, parce que il y a le Boeing dessus, puis c'est pour des avions, OK, la boîte était 15 000 piastres. Une boîte que tu as normalement pour 7 piastres à la quincaillerie, là. C'est incroyable, là. Mais c'est effectivement ça. Tout le monde se paye à travers ça. Puis c'est tout aux frais de la princesse. C'est les impôts des Américains qui payent ça, là. C'est de la corruption monumentale. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un désengagement militaire massif, en fait, sous Trump au niveau de la planète. Il ne fermera pas toutes les bases, là, je ne penserai pas, mais j'ai tu veux avoir un l'impression que ça accès va réduire d'à logistique peu près quand même. 80%. Tous les pays veulent comme des accès logistiques pour ravitailler des bateaux, etc. Mais ouais, tu peux Oui, enfermer une méchante gang. Mais pour terminer sur ben oui, l'intelligence artificielle, oui. tu vois pas comme un danger à ça. Je veux dire, quels sont Mais ouais, l'intelligence artificielle, moi, jusqu'à date, pour ce que j'en connais, c'est des algorithmes. OK? Et donc, ça peut devenir extrêmement puissant. Ça sera quand même toujours limité à la base de données à laquelle c'est relié, d'une part. Mais surtout, c'est que ça peut devenir dangereux si c'est entre les mains d'un gouvernement qui travaille contre la population. exact. Si c'est un outil qui est entre les mains d'un gouvernement qui est bienveillant, comme on peut voir, mettons, en Russie, en Chine, qui est totalement bienveillant pour la population, ben à ce moment-là, ça change de beaucoup la donne. Ça devient un outil positif, je te dirais. L'autre chose, quand même, il va falloir, parce qu'il n'y a pas juste les gouvernements qui vont s'en servir, donc pas juste des institutions publiques, il va y avoir des institutions privées, il va falloir fixer des balises à un moment donné. Il va falloir, tu sais, comme juste un exemple, là, mais en ce moment, les vidéos qui passent en ce moment, n'importe qui peut dire n'importe quoi, puis ça a peut-être été fabriqué avec l'intelligence artificielle. On n'en Ouais. sait rien. On se pose la question, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce qu'il a vraiment... Là, la CIA, une chance qu'elle commence à être désamorcée parce que sinon, elle se paierait un fun fou à envoyer tout le monde sur des mauvaises pistes avec des vidéos d'intelligence artificielle. Tu vois, ça, il faut que ça soit légiféré à un moment donné. Ouais, c'est sûr que ça prend éventuellement un sommet sur l'intelligence artificielle, comme sur le nucléaire, les missiles balistiques. Tu sais, les nouvelles technologies, ça prend évidemment des balises. Il faut s'entendre là-dessus. Mais c'est comme le nucléaire et tout, sauf que est-ce que c'est réellement envisageable de dire non, pas du tout, les États-Unis, le Canada, nous n'aurons pas d'intelligence artificielle ici. Est-ce que c'est même réaliste comme position? Non, je pense pas. Ben non. Simplement, économiquement, est-ce que c'est réaliste? Non, parce que c'est l'avancement technologique et je veux dire, à un moment donné, le téléphone est arrivé, puis les autos sont arrivées, la radio est arrivée, la télé est arrivée, puis à chaque fois, c'est des changements. Tu dis, ah, mon Dieu, tu sais, puis une télévision dans mon salon, est-ce que je veux vraiment ça, etc. Ils vont pouvoir m'observer. Ouais. Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de l'avancement technologique. Après ça, c'est juste de s'en servir pour les bonnes choses, puis de baliser des limites sur ce que ça peut faire, pas faire, jusqu'où ça doit voler des jobs. Parfois, est-ce qu'on n'est pas mieux servi par un humain qui a des émotions? Mais une chose dont j'ai pas peur, puis qu'il y a bien du monde qui ont peur, c'est que ça prenne le dessus sur l'humanité. Parce qu'on nous fait avaler à travers beaucoup des films, des scénarios apocalyptiques, oui, c'est ça, où l'intelligence...
le robot va prendre... 2001, Odyssée de l'espace, c'était quasiment le début de ça. Là. C'est ça, ouais. C'est exactement le premier robot qui prend le dessus sur un vaisseau. C'est mieux que les humains, ce qui est bon pour l'humanité, puis finalement qu'ils se débarrassent des humains. C'est toujours ça un peu le scénario, là. Oui, c'est ça. Mais un ordinateur, une série d'algorithmes, ça sera jamais meilleur que sa programmation de toute façon. Donc, premièrement, l'intelligence artificielle comme telle, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. L'intelligence n'est que naturelle parce que une intelligence artificielle ne sera jamais consciente de sa propre existence. Donc, tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens pour moi une intelligence artificielle. Et oui, tu peux simuler une conscience. Il faut que tu l'aies programmée, par contre. De l'autopréservation aussi, il y a un peu de ça que tu peux mettre dedans aussi. Oui, mais ça reste de la programmation à la base. Si tu la mets pas, elle sera pas là. Et elle va pas la développer toute seule. Je veux dire, si c'est pas des algorithmes, ça le développera pas. Tu sais. Et donc, c'est pour ça que tu sais, j'ai pas vraiment cette crainte-là. Là. Ma crainte, il y en a une qui est vraie, c'est éventuellement donc que ça devienne vraiment difficile de déterminer le vrai du faux. Ça, c'est quelque chose c'est un problème que je vois déjà en ce moment et qui est extrêmement lassant. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on tombe dans le code pénal pour simuler des affaires que des gens n'ont pas dit, puis faire comme si c'était vrai et le diffuser comme si c'était vrai. Les vidéos de moi tout nu sur Internet sont des faux, je prédis. Y en a-tu? Non. OK. Tant mieux. Je veux pas voir ça. Non. Faire ça, bien clair dès le début, là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, puis l'autre affaire, à un moment donné, il faudrait aussi relier ces fabuleux algorithmes-là à la réalité. Parce qu'en ce moment, je veux dire, si ChatGPT, tu demandes quelque chose, mettons, tu essaies de comprendre pourquoi on a bombardé la Libye, l'OTAN bombardé la Libye, on ne te donnera pas les vraies réponses parce que à la base de données est tout croche. Il n'y a pas moyen de savoir la réalité parce que c'est relié à la base de données mondialiste, en fait, là, du narratif mondialiste. Ça peut faire disparaître, en termes d'économie, ça peut faire disparaître quand même un certain nombre d'emplois, comme notamment, je pense, chez les ingénieurs, en termes de pilotage d'avions. Il y a toutes sortes en médecine, même, il disait d'ailleurs, avec le projet Stargate, là, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, c'est la capacité de traitement de données. C'est-à-dire qu'avec une goutte de sang, tu rentres dans une machine qui est observée, qui est gérée par l'intelligence artificielle, puis ils sont capables de séquencer ton sang, puis savoir exactement c'est quoi le problème. Il y a comme 92,3% de chances que dans 3 ans, ton foie qu'il y a un problème avec ton foie. Fait que tu sais ça d'avance, par exemple. Dans 3 ans, il y a 92% de chances que ton foie, il y a un problème. Donc, ça te donne la capacité de réagir à l'avance. Lâche l'alcool, si ça, whatever, tu comprends, fais de l'exercice. Mais encore là, oui, mais tu sais, comme en ce moment, si mettons, oui, je pense qu'il pourrait programmer probablement un médecin très, très vaillant et très fiable, mais il est relié à quoi? À la médecine allopathique quand même. Ouais. Et n'est pas le docteur Béliveau qui veut en ce moment. Là, c'est ça, c'est ça. On pourrait se passer aussi des journalistes. On pourrait se passer aussi des journalistes, parce que de plus en plus, maintenant, tu regardes les nouvelles, tu poses une question à Grok, là, et puis tu as un compte-rendu souvent plus factuel que ce que tu trouves dans les médias. Oui. Puis de toute façon, eux autres, c'est des perroquets. Là. De toute façon, ils lisent le feed de Reuters ou d'AFP, puis ils régurgitent la même chose. Les journalistes se sont déjà débarrassés de leur libre arbitre, ce qui les différenciait de la machine. Et là, ce qu'on va voir, je pense, c'est dans cette espèce de... dans l'humanité, il va y avoir cette scission entre ceux qui conservent leur libre arbitre et ceux qui n'ont pas de libre arbitre, qui ne font qu'obéir. Et ces gens-là vont être finalement comme remplaçables. Totalement. En fait, eux autres s'en rendent même pas compte, dans le fond, à quel point ils sont remplaçables et ça leur pend au bout du nez. Mais non seulement ça, mais je te dirais que dans le monde multipolaire, le journaliste tel qu'il est conçu aujourd'hui, les journalistes d'aujourd'hui ont absolument pas de place et pas de valeur parce qu'il va falloir commencer à parler de la réalité, ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont toujours... non, mais je veux dire, ça reste ça, là. C'est simple comme ça, ouais. Oui, c'est simple comme ça. En fait, et la logique en arrière de ça est vraiment toute simple à comprendre. C'est les milliardaires qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que la masse sont propriétaires des médias. Alors,
pourquoi, donnez-moi une seule raison pourquoi leur intérêt serait d'informer la population au lieu de leur faire penser ce qu'elle veut. Ouais. C'est des courroies de transmission des objectifs du développement durable et du Forum économique mondial. C'est la version, on pourrait dire, il y a comme McKinsey qui contrôle le politique, puis après ça, il y a comme ces milliardaires-là qui contrôlent les médias essentiellement. Volet politique, volet médiatique, ça en va tout dans la même direction. C'est la même chose. Ben, de toute façon, tu as la même propagande. En fait, tu as le même discours sous-jacent à l'intérieur des nouvelles que tu vas avoir à n'importe quelle production de Netflix. Là. C'est le même financement, c'est les mêmes gens, les mêmes intérêts, les mêmes. Mais tout ça, tout ça va vraiment beaucoup commencer à changer dans les prochaines années. Mais quelque chose comme Netflix risque soit de disparaître, soit de devenir simplement une plateforme de streaming parce qu'ils n'auront plus l'argent bientôt pour produire, parce que toute la propagande qui devaient charrier ce pourquoi ils concevaient leur production, ben cette propagande-là va mourir, là, ça s'en vient. Là. Ça nous prend au bout du nez parce que, tu sais, je disais tantôt qu'il va y avoir un sommet avec la Chine, la Russie éventuellement, et l'Inde probablement, moi d'après moi, ils vont être 4. Et on va refaire une architecture mondiale, mais à ce moment-là, tout le mondialisme là, va être exclu de ça, là, éventuellement. Donc, ça veut dire que toute la propagande qui venait avec, mais aussi toutes les subventions qui maintenaient les médias et les productions et les magazines et toutes ces subventions-là vont disparaître aussi. Ben, de toute façon, avec le USA, on va avoir pas mal tombé là, déjà. Là, en ce moment, tu as encore les gouvernements mondialistes qui, je te dirais, ils vont se serrer la ceinture pour continuer à subventionner la presse libre. Là, quand on parle des mondialistes, là, il reste presque juste, à part avec le Canada, quelques gouvernements européens. C'est l'Europe de l'Ouest, c'est la France, l'Allemagne, les États, l'Angleterre. L'Italie, pas vraiment. Plus le Canada, c'est comme, tu sais, ce qu'on appelle le mondialisme maintenant, ça n'existe que dans une petite poignée de pays, là. Quinzaine de pays, en gros. En Océanie, tu vas avoir l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Europe, en Asie, c'est-à-dire, tu as encore le Japon et la Corée du Sud, mais le Japon est en train de s'en sortir. Ils sont en train de basculer, eux autres, là. Je vois pas, la Corée n'est pas vraiment dans le mondialisme, tu sais, je veux dire... Corée du Sud. En termes de valeurs, tu sais, ils sont pas du tout dans le dogme vert, le dogme LGBTQ, le dogme migrationniste. Ils ne sont pas du tout sur les objectifs du développement durable. Ils conservent leur culture, ferment leurs frontières, développent leur économie au maximum sans aucune... Oui, mais c'est quand même un pied à terre militaire pour les mondialistes en Asie. Là, c'est eux autres qui auraient démarré les choses contre la Corée du Nord si Trump n'avait pas fait ses tweets contre Rocketman là, à l'époque. Mais c'est grâce à ça qu'il a arrêté pareil, la guerre de Corée à l'époque. Donc, on voit, vas-y. Non, vas-y. Ben, on voit, c'est ça, cette perte d'influence de l'Europe. Est-ce qu'il va, tu disais tout à l'heure que les élites américaines se sont rendues compte que c'était fini et donc qu'il fallait peut-être changer de stratégie? Penses-tu que les élites européennes vont arriver à cette même conclusion, c'est-à-dire que c'est fini, il faut changer de stratégie, etc., ou on s'en va plutôt dans une spirale mortifère de l'autodestruction, là? Parce que on a senti ça à un moment donné, en 2022-2023, il fallait comme littéralement s'aborder nos économies. Il y avait comme une espèce de pacte de suicide en Europe, là, tu sais. Pourquoi? Pour contrôler la population, ils avaient choisi de désindustrialiser, de couper les coûts d'électricité, les coûts énergétiques augmentaient. C'était auto-infligé en plus. C'était auto-infligé, c'était pas nécessaire, ça n'avait pas la requête de personne. Et donc, penses-tu que les élites européennes vont revenir à leur sens? Et est-ce que tu penses que la guerre en Ukraine est un peu comme le pivot de ça, où est-ce qu'ils vont... Tu sais, finalement, quand tu te rends compte, la relation est terminée avec ta conjointe ou ton conjoint. Il y a un moment donné où est-ce que tu lances la serviette puis tu dis, il faut que je passe à autre chose. Et puis, est-ce que tu penses que la guerre en Ukraine va servir de catalyseur pour le réveil des élites européennes? Elles sont corrompues, là, mais ils vont finalement lâcher du lousse, lancer la serviette. Ben, j'ai l'impression que ça va être pas mal la dernière guerre pour un bout parce que la défaite est complète et je pense pas qu'ils vont avoir encore l'ambition de battre la Russie. Ils ont pu vraiment, surtout si les États-Unis sont retirés du jeu et probablement pour plusieurs années. Donc, pour ce qui est dans le fond du reste, c'est intéressant. Tu sais, l'espèce d'autodestruction économique de l'Europe avait plusieurs objectifs. Là. Évidemment, il y avait premièrement d'appauvrir la population.
appauvrir la population parce qu'une population pauvre n'est pas capable de se défendre, d'y aller avec un revenu minimum garanti, ce qui fait que tout le monde est gardé au niveau de la pauvreté, mais surtout au niveau de la pauvreté avec un salaire qui est payé par le gouvernement. Donc, lui, il peut être coupé à volonté. Ça fait on voulait créer là, une espèce d'immense majorité sur la ligne. Là. Une classe de serfs, c'est de la servitude. Oui, là. vraiment ça. Là, et la créer comme ça. Le mondialisme, on ne le dit pas assez, là, c'était un néo-féodalisme. Ah, absolument, ben oui. Il y avait les banquiers en haut, comme les baronnies, etc., là, les duchés, etc. Puis en bas, tu avais une classe de serfs. Et ce qu'on a vu durant la COVID, c'est la destruction de la classe moyenne, les petites et moyennes entreprises au profit des grands conglomérats. Donc, la création d'une classe de serfs qui reçoit un salaire du gouvernement, qui est endetté face au gouvernement, dépendant du gouvernement. Puis après ça, des gros conglomérats qui sont comme des baronnies. Puis après ça, tu as les banques qui sont comme les duchés et puis les principautés, etc. Oui, puis le but, en plus, était de surendetter tous les pays pour éventuellement justifier un grand reset. Un grand reset des dettes nationales et qui aurait aussi négocié en échange la propriété privée. Donc là, non seulement on appauvrit la population, mais on lui enlève toute chance de s'en sortir. Là, on lui coupe la liberté d'expression, on l'appauvrit, on lui coupe les moyens de s'exprimer, on lui coupe l'énergie aussi, on réduisait le potentiel énergétique d'utilisation de chaque citoyen. C'était vraiment une prise de contrôle complète. Les gens réalisent pas ça. Et on s'en est sorti, juste comme ça, une petite note, là, selon toi, comment on s'en est sorti? Penses-tu que le camp Trump a travaillé pour, je veux dire, nous aider à nous en sortir un peu de ce plan-là ou ils n'ont rien à voir avec ça? Ben, je pense que c'est Poutine surtout. Parce que, en fait, tous les objectifs des mondialistes ont, je te dirais, un prérequis, c'est qu'il y ait le contrôle sur tous les pays de la planète. Ils peuvent pas avoir un contrôle partiel pour appliquer ce qu'ils veulent. Donc, mettre à terre la Russie, mettre à terre la Chine, mais la Russie est peut-être plus compliquée parce que c'est elle qui, depuis 2007, dans le fond, c'est Poutine, depuis 2007, a résolument décidé que la Russie serait souveraine et indépendante, peu importe. Donc, c'est pour ça qu'il devait absolument mettre la Russie à terre. Et tu peux faire aucun plan mondialiste si tu as un pays aussi gros et aussi puissant et aussi chargé d'énergie, de ressources. Donc, c'est pour ça que c'est vital pour eux autres de les mettre à terre. D'où l'horreur des mondialistes de voir les États-Unis et la Russie s'allier comme ils le font présentement. Tu sais, Poutine qui pensait inviter Trump au défilé de la victoire le 9 mai. Tu vois, c'est comme... je me rappelle, moi, des réactions des mondialistes quand ils se sont serrés la main à Helsinki en 2018. Ils étaient dithyrambiques, ils étaient complètement hors d'eux. C'était comme la trahison de Trump. Et, ils ne veulent pas voir les deux superpuissances s'allier parce que c'est ça, ça signe l'arrêt de mort du mondialisme, hein, tu vois. C'est vraiment ça. Et je pense que ça va terminer. En fait, ça va imploser au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que là, on le voit que ça passe de plus en plus mal le fait qu'il ait annulé les élections en Roumanie. Donc, et clairement, c'était l'Union européenne. Thierry Breton s'en est même vanté, là. Donc, clairement, ça passe pas bien. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent que cette entité métadémocratique-là n'a absolument rien de démocratique et veut rien savoir de toute façon de l'opinion du peuple. C'est le quatrième Reich. Oui, c'est vraiment ça. Mais en plus, c'est qu'ils voient ce que la Russie et les États-Unis sont en train de faire, là, ces gens-là, là, tout ça. C'est pour ça que ça va devenir de plus en plus difficile de tricher assez aux élections pour empêcher des candidats nationalistes, je te dirais, là, dans le bon sens du terme. Là. Mais c'est ça qui est en train de se passer là, partout. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé le discours de J.D. Vance à Munich, parce qu'il dit, essentiellement, ce qu'il leur disait, c'est qu'on vous regarde. On sait ce que vous faites. Vous censurez vos citoyens, vous emprisonnez et vous volez des élections. Et donc, ça se passe plus comme avant. Avant, Macron pouvait éborgner les gens dans la répression des Gilets jaunes. Personne n'en parlait ailleurs. Il fallait regarder les nouvelles françaises pour entendre parler des Gilets jaunes. Là, maintenant, avec Elon Musk qui braque les projecteurs sur des dossiers, J.D. Vance qui va... C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'immunité et l'impunité. Tu vois? C'est-à-dire...
Et ça va devenir de plus en plus. De toute façon, même J.D. Vance aussi, hein, il a parlé de la censure qu'il y avait en Europe et il l'a beaucoup blâmé. Et je pense que même eux autres, un moment donné, il va falloir qu'ils slackent la vis, mais dans un moment où ils peuvent pas slacker la vis. Parce que tout leur. Tu sais, tantôt, tu disais les pays européens de l'Ouest, là, ben, à peu près tous les leaders de ces pays-là sont en danger en ce moment par rapport à leur code de popularité à l'intérieur, là, auprès des populations. Keir Starmer, c'est lamentable. Là, je pense qu'il fait même pas 20%. Macron non plus. Trudeau est tout juste. Ça, c'est ici. Mais tous ces petits leaders-là sont sur le bord de la porte, dans le fond. Et ils vont en changer de plus en plus. Ce qui risque d'arriver, et ça va faire boule de neige, c'est que, d'après moi, quand Trump va rencontrer Poutine, on va avoir la surprise de notre vie. Moi, je ne serais pas trop surpris, probablement toi non plus. Mais il va probablement dire que les États-Unis vont se retirer de l'OTAN. Et là, il est en train de travailler pour ça. On voit, les Européens veulent faire leur force, etc., alors qu'ils n'ont aucune armée, personne, et ils n'ont pas une scène, personne. Ils ont tout dépensé leur matériel en c'est ça. En Ukraine. Ils sont exsangues, ils sont saignés à blanc. C'est un général anglais qui disait on ne serait pas capable de livrer bataille une journée. Ça, c'était il y a 2 ans. Là, il a dit on ne serait pas capable de tenir contre la Russie une journée avec le nombre d'obus qu'on a. Et ils ont déjà tous. Ils ne seraient pas capables de durer une. Ils n'ont plus d'armée. Oui, puis écoute, on parle de l'ancienne. Pardon, c'est un des objectifs de la guerre de l'Ukraine, c'est-à-dire rendre l'OTAN obsolète et la vider complètement de son potentiel. Et après ça, quand il n'y a plus de potentiel du tout à l'OTAN, là, tu as tout le loisir de te débarrasser de la structure obsolète, tu vois? En fait, là, il y a peu de gens qui sont capables de comprendre la réalité de la guerre d'Ukraine, justement parce qu'ils comprennent pas les objectifs de chacun. L'objectif de Poutine déclaré, je te dirais, c'était d'arrêter la guerre que l'Ukraine menait contre le Donbass. OK? Donc, qui a éclaté en 2014. C'est l'objectif officiel, c'était d'arrêter ça et de leur donner un certain pouvoir là, d'autodétermination. Tu sais. La réalité, c'est que depuis 2007, Poutine est réellement dans une cabale pour détruire le mondialisme. Okay? Et lui, ce qu'il veut, c'est l'implosion de l'OTAN. Il n'arrêtera qu'à l'implosion de l'OTAN et Trump le sait déjà, c'est sûr qu'ils s'en sont parlé. Et Trump, quand il disait, dans le fond, qu'il pouvait régler ça en 24 heures, je le crois. Tout ce qu'il avait à dire, on va sortir de l'OTAN, Poutine, il aurait signé en haut, signé en bas, ça aurait été réglé. C'est tout ce qu'il veut, que ça finisse et que l'OTAN finisse. Puis évidemment, l'OTAN étant le bras armé de l'Union européenne, parce que c'est les mondialistes, là, je veux dire, c'est la même chose, main dans la main, ben si les États-Unis se retirent de l'OTAN, je pense que ça va faire en plus boule de neige parce que la Turquie serait le deuxième État à sortir de là. Et les États-Unis et la Turquie, on parle d'à peu près 75%, mettons, des forces de l'OTAN. Là. Okay? Il resterait 25%, puis un 25% qui n'est pas technologiquement très avancé en plus. Donc, c'est pour ça que l'OTAN serait mis hors d'état de nuire. Donc, l'Europe mondialiste, donc l'Union européenne, perdrait son pouvoir complet là, de faire du mal. Il serait juste dans une idéologie complètement mortifère, qui est vouée à l'échec, sans porte de sortie. Donc, les présidents vont un à un, les présidents et les premiers ministres nationalistes, je pense, à ce moment-là, sortiraient un à un de l'Union européenne. Puis, moi, je pense que quand ils vont ouvrir les vannes, ça va sortir à plein, puis ça va complètement imploser, là, cette affaire-là. Et l'OTAN et l'Union européenne. Et ça nous prend au bout du nez. Là. Je pense que ça s'en vient vite. Vite, ça se passe tellement vite avec Trump. On a de la misère à suivre. Chaque semaine, tu dis, tu fais ton web journal, tu dis, ouf, j'ai couvert l'actualité. Puis après ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Oui, c'est ça. C'est qu'il y en a encore. Il va en avoir encore, etc. On va terminer là-dessus au sujet de... par exemple, RFK, on en discutait hors d'onde. Il y a des gens qui le critiquent en disant... ça fait 1 mois qu'il est là et il n'interdit pas encore les vaccins. Tu vois, il y a encore c'est comme des gens qui sont extrêmement pressés, alors que
C'est comme s'il Mhm. avait, il avait retourné sa veste, etc. Mais est-ce que ces gens-là sont politiquement réalistes? C'est-à-dire qu'on fait face à Mhm. une structure gigantesque et des décennies de propagande et d'achat de politiciens par les pharmaceutiques, de matraquage de l'opinion publique, matin, midi et soir, de commandites des pharmaceutiques et aussi de sondages aux États-Unis qui montrent que la population tient à ces vaccins. Alors, est-ce qu'il est réaliste? Il en a fait déjà beaucoup. Il va quand même sur certains dossiers quand même assez rapidement, mais Ouais. les gens voudraient qu'il ait déjà tout interdit les vaccins. Et donc, Non, c'est comme... ben, ça, c'est hors de question. Dans le fond, c'est que faut quand même reconnaître que Kennedy Jr., dans le fond, il se battait à titre d'avocat contre souvent contre des compagnies pharmaceutiques. Et il devait être à 100%. Tous ses arguments allaient contre ça. Et quand il était en entrevue, il allait contre ça parce que c'était la poursuite, dans le fond, qui comptait à l'intérieur de ça. Maintenant, il y a un rôle complètement différent. C'est l'équivalent du ministre de la Santé. Mhm, Et il peut pas arriver puis dire ça c'est pas bon, je l'enlève, ça c'est pas bon, je l'enlève. mhm, mhm. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est retourner sur chacun des produits, Exact. chacune des autorisations, les études qui ont été faites, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont, tu sais, Mhm. donc c'est un C'est processus un là, et ça va processus, c'est prendre ça. du temps là. Tu Et peux pas arriver et dire, genre, euh, parce que tu te bats contre, l'industrie pharmaceutique, elle aussi a comme plein d'études qui disent que c'est bon, là. Ils ont comme, t'arrives oui, avec 3, 4 études qui disent que c'est pas bon, tu penses ouais, que c'est solide, mais eux autres, ils sont capables, des études achetées, on sait c'est quoi avec la COVID, là, tu sais. Fait qu'ils ont ouais. leur lot, et donc, il y a un espèce de processus où est-ce que, ça prend, pour te débarrasser changer les idéologies, puis te débarrasser de certains produits, il y a un processus. Oui, Tu puis sais, tu peux pas faire d'erreur. C'est-à-dire que toi, là, si tu es le gars qui prend la décision, là, de est-ce que tu dis j'arrête tout à coup parce que j'aime pas ça et je pense que c'est pas bon, il faut que tu ailles pas mal plus loin que ça soit argumenté avant de commencer à enlever des produits, tout ça. Moi, ce que j'aime déjà derrière Kennedy Jr., ce qui est certain, c'est que d'après moi, quand il va voir des études qui appuient pas un produit, il va tomber le produit. Et ils vont les sortir, ils vont pas les cacher, ils vont les sortir. absolument, il va le faire en toute transparence. Et de toute façon, à la base, ce qui est vraiment important, c'est que, je te dirais, l'équipe Trump est beaucoup dans son idéologie libertarienne, un peu en tout cas, et ils sont dans le libre choix éclairé. Et Mhm. ça, c'est en tout temps. Et même, tu sais, il y en a beaucoup qui vont donner l'argument, ouais, mais c'est Trump qui a fait Warp Speed. Oui, bon, ok, il y a plein d'explications pour ça, économiques d'abord. Mais en réalité, avec Trump, il n'y aurait jamais eu d'obligation et il l'a répété en maintes et maintes fois. Il y avait jamais, personne n'avait aucune obligation par rapport à ça. Et regarde ce qu'ils viennent de faire comme décision. Toutes les écoles qui forçaient les jeunes à être vaccinés, maintenant, n'ont plus de subvention du fédéral. Ça, puis ils viennent de Donc, retirer un autre vaccin COVID, là, les vaccins oraux, là, ils en disaient plus, genre, ouais. les gens ont peur à cause des aiguilles, les gens ont peur de se faire vacciner, puis fait qu'on a un truc oral maintenant, vous avez plus d'excuses, tu sais. Et Ouais, là, RFK vient de le sortir. Et puis, ouais, dans le cas des vaccins, il sort les vaccins, je pense qu'il y a une éclosion de variole, je pense, ou de rougeole au ouais, Texas. Fait que là, il dit, il y a les vaccins. Il dit, vous pouvez prendre le ouais, vaccin, consulter, il dit, renseignez-vous. On n'a jamais vu quelque chose, un ministre de la Santé faire ça. Il dit, c'est ça. renseignez-vous massivement. Et il donne des Mm. traitements alternatifs. Il dit, il y a des traitements alternatifs qui sont extrêmement prometteurs, comme la vitamine A. Et donc il dit, oui, le vaccin est disponible, mais il y a tout ça que vous pouvez prendre comme pour éviter le vaccin. La vitamine A est très, très, très... C'est ça. et ça, Mm. on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un ministre de la Santé qui donne des traitements alternatifs qu'un vaccin. Ça a toujours été des hosties de représentants des entreprises Ouais. pharmaceutiques. Là, ici, on a quelqu'un qui donne des traitements différents. De la vitamine A, j'en ai ici, ça coûte rien. Ben, en fait, oui, puis moi, je pense que si on a soit Kennedy Jr. ou quelqu'un qui pense comme lui assez longtemps, je pense qu'on va se ramasser assez rapidement avec une médecine holistique.
Exact. aux États-Unis et on va laisser tomber toute la médecine allopathique qui avait été imposée par Rockefeller. Et on va se rendre compte que oui, il y a des médicaments qui fonctionnent. Ceux qui ne fonctionnent pas vont être enlevés complètement des tablettes. Mais on va donner maintenant des alternatives. Tu sais. Et on va se rendre compte assez rapidement que les grippes peuvent être beaucoup endiguées avec la vitamine D et E. C'est ça. Donnez-moi, quand ils sortent un produit, puis il a dit, genre, les vaccins sont efficaces, mais il n'y a jamais eu d'études, double-blind, placebo, qui nous prouvent l'efficacité des... Fait que c'est à partir de maintenant, quand un nouveau produit va sortir, le critère pour l'acceptation va être beaucoup plus élevé qu'auparavant. C'est-à-dire, il va demander des réelles études double-blind, comme ce qu'ils ont demandé pour la chloroquine, tu vois. Oui, et pour ceux qui ont des doutes, oui, mais il y a d'ici par rapport à un vaccin, oui, OK. Mais en arrivant, il a mis 1500 personnes à la porte de la CDC qui étaient sur ceux qui déclarent les épidémies, là, ceux qui cherchent les épidémies, là, les virus épidémiques. 1500 personnes qui ont été foutues à la porte. Et il ne faut jamais oublier que dès le premier jour, Trump est sorti de l'OMS. Donc, dans le fond, ce qu'il venait de faire, c'est qu'on n'embarquera plus dans aucune pandémie. Exactement. Et c'est pas nous autres qui va être déclaré. Et tous les automatismes qui viennent avec, tu vois, parce que la pandémie, c'est ça, c'est surtout les automatismes, c'est-à-dire à partir du moment où l'OMS déclare, là, il y a comme une espèce de... C'est comme lors de la Première Guerre mondiale. Là. Les mesures aussi. C'est ça, tu sais, c'est ça, des automatismes, obligations, les États doivent acheter des vaccins, X nombre de doses, les compagnies pharmaceutiques font des profits. C'est tout cette espèce de système automatisé qui nous force dans des comportements médicaux qui vient d'être terminé. Oui. Voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Oui, écoute, mais tu me réinviteras, Alexis. On refera un autre bilan bientôt. C'est toujours super agréable, Sylvain. Ben oui, tout à fait. Alors, on te souhaite bonne chance dans la continuation de ta rédaction là, pour ton 4e livre. On va suivre ça de près. Et on continue à te suivre sur ta page Facebook. Oui, éditioncharlou.com. Édition Charlot, super. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Ciao. Alors, c'est tout pour nous. On espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Sylvain Laforêt. Vous pouvez trouver Sylvain Laforêt en cherchant sur YouTube. Il y a énormément de ses podcasts qui sont disponibles. Et aussi sur sa page Internet, sa page Facebook, Sylvain Laforêt. En tapant Sylvain Laforêt, vous allez avoir toutes les références. En ce qui nous concerne, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!